Alors je remercie les organisateurs, et notamment Madame Mégenot qui m'a transmis cette invitation. J'espère que je ne serai pas trop illégitime pour vous parler du retour au travail après chirurgie rachidienne. À vrai dire, ce n'est pas une problématique qu'on rencontre de façon forcément quotidienne. En tout cas qu'on néglige peut-être. Enfin, ça m'a permis au moins de me poser des questions, mais je pense que je vais plus vous poser de questions que vous apporter de réponses aujourd'hui. Alors, le retour au travail après chirurgie rachidienne, c'est ici. La question que je me suis posée lorsque ce sujet m'a été proposé, c'est finalement de savoir quel était le niveau d'exposition des travailleurs du bâtiment, finalement, aux pathologies rachidiennes. C'est un peu la problématique de base. Je vais passer rapidement là-dessus, mais finalement, on se rend compte qu'on a très peu de données. Nous, on a des choses intuitives qui viennent de notre expérience professionnelle quotidienne, mais finalement, c'est pas toujours très objectif, c'est pas très étayé. Il y a très peu de données en fait disponibles, en tout cas pour le grand public, sur cette question-là. Ce que je vais vous passer d'abord quelques diapositives qui viennent du Center for Construction Research and Training, qui est une officine new-yorkaise qui centralise les données des travailleurs du BTP pour la région de New York et le New Jersey. Et qui repose sur une analyse de données du Bureau américain des statistiques du travail. Alors, ce camembert est intéressant parce qu'il vous montre que, globalement, si on considère l'ensemble des arrêts de travail qui donnent lieu, l'ensemble des accidents du travail qui donnent lieu à des arrêts de travail, 16% d'entre eux viennent du monde du bâtiment, des travaux publics, ce qu'ils appellent les construction workers. C'est le domaine d'activité qui est le plus représenté. Premier élément. Deuxième élément, il y a globalement une diminution, alors il manque une partie de la diapositive, hélas, il y a globalement une diminution de ce nombre d'accidents au cours des 2 dernières décennies, à la fois en termes de nombre absolu, on est passé de 34 000 en 2002 à 12 000 en 2010, et en termes d'exposition individuelle, puisqu'ils utilisent un marqueur, je ne sais pas si vous utilisez le même, vous me direz, qui est le nombre d'accidents de travail conduisant à un arrêt pour 10 000 équivalents temps plein, full-time equivalent workers, et on est passé de 58,6, je le lis en même temps que vous, à 24,5 sur les 8 ans qui constituent les points d'arrêt et de début et d'arrêt de ce travail. Troisième élément, au sein, si on considère les différentes activités professionnelles, finalement, les travailleurs du bâtiment sont plutôt très exposés. Les seuls qui sont exposés de façon équivalente, c'est finalement les commerçants, les agriculteurs, et curieusement, les travailleurs du transport, ça mériterait d'être explicité, qui a un taux d'exposition qui est finalement pratiquement le double des travailleurs du bâtiment. Quatrième élément, au sein de ces travailleurs du bâtiment, il y a évidemment une inégalité considérable en fonction du type de poste occupé, et les plus exposés apparemment de très loin, ce sont les vitriers, ce qui était une découverte, bien plus même que les maçons, les charpentiers couvreurs. Bon, je soumets ça à votre sagacité, vous me donnerez peut-être des explications. Et enfin, cinquième élément, il y a une inégalité en fonction de l'âge des travailleurs, évidemment. La tranche d'âge dans laquelle on retrouve le risque le plus élevé de douleur rachidienne, puisque c'est de ça qu'il est question spécifiquement sur cette diapositive, c'est une autodéclaration de douleur rachidienne dans les 3 mois précédant le questionnaire. C'est la tranche d'âge, c'est la mienne, 35-54 ans, mais je suis pas maçon, qui est la plus exposée, beaucoup plus en tout cas que les patients plus jeunes, mais plus aussi que des patients un peu plus âgés, ce qui n'était pas si évident. Voilà. Alors, le problème lorsqu'on considère ces données-là, d'ailleurs, je vais demander au modérateur combien de temps j'ai pour parler. Je sais pas. Non, il parle de son côté. Bon. Vous me laissez combien de temps pour le... Une demi-heure, d'accord. Très bien. Merci. Alors, le problème, quand on sort ces données américaines, c'est toujours le même problème. Enfin, c'est souvent le même problème en médecine, en tout cas dans mon domaine, c'est-à-dire, il y a un problème d'imprécision, quand même, du vocabulaire qu'utilisent les anglo-saxons. Il y a un petit manque de rigueur dans l'expression qui nous agace toujours un peu. Et c'est ce problème du terme de back injuries. Parce que les back injuries, c'est à la fois ce qui ressort de la pathologie rachidienne dégénérative, médicale, ce dont on vient de parler tout à l'heure, et ce qui ressort de la pathologie
chirurgicale, en tout cas de la pathologie traumatique, qui sont quand même deux choses extrêmement différentes. Et là, on vous fait une salade où on mélange tout ça et on sort des statistiques globales, ce qui est un peu problématique, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, en matière de pathologie traumatique, il n'y a pas de données à ma connaissance. Enfin, j'en ai pas trouvé, en tout cas. Spontanément, j'aurais plutôt tendance à dire que les travailleurs du bâtiment me paraissent plutôt un peu moins exposés que d'autres secteurs d'activité, et notamment les agriculteurs et les bûcherons. En tout cas, nous, on sait très bien qu'au printemps, c'est les accidents de rombales, et je peux vous dire qu'en matière de pathologie rachidienne traumatique grave, c'est quand même ce qu'il se fait de pire, enfin, avec les bûcherons, mais les chutes d'arbres, c'est heureusement un peu moins fréquent, mais c'est absolument catastrophique. Et puis j'ai trouvé finalement, vous savez qu'il y a eu cette campagne Tous concernés, santé et sécurité dans le BTP, qui portait avec des données qui portaient sur les chutes de hauteur. On a très peu de données, j'ai pas de données détaillées, hein, mais le BTP est clairement en tête sur le risque de chute de hauteur conduisant à des arrêts de travail. Un décès sur 3, un accident avec arrêt de travail sur 4. Il faudrait avoir des risques, des données en termes de chiffres absolus et de risques par travailleur. Alors pour ce qui est de la pathologie dégénérative, ce que vous allez rentrer vous dans le cadre des troubles musculo-squelettiques et ce dont il a été question au cours des 2 dernières présentations, je ne vais peut-être pas rentrer donc là-dedans dans le détail à nouveau. Intuitivement, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que le risque est certainement élevé. Il faut quand même être assez prudent. À mon avis, dans la mesure où des métiers qui sollicitent la colonne vertébrale constituent certes un risque, enfin une exposition professionnelle, mais c'est aussi très certainement un facteur protecteur. On le voit très bien, nous, de façon quotidienne. On voit arriver en consultation tard des gens qui ont des colonnes vertébrales dans des états absolument catastrophiques avec des discopathies extrêmement évoluées, qui restent en activité parce qu'ils sont maçons, charpentiers, agriculteurs, etc. Qui n'auraient jamais certainement eu cette évolution s'ils avaient eu un emploi sédentaire qui aurait été exclu du travail depuis probablement très longtemps. Donc j'ai l'intime conviction, mais je n'ai aucun argument pour l'étayer, que l'exposition professionnelle est un cofacteur qui intervient au même titre, enfin en tout cas en parallèle d'un certain nombre d'autres. Le poids, évidemment, le mode de vie, l'activité sportive, l'activité professionnelle, mais aussi la génétique. Je vous rappelle que il y a une inégalité devant beaucoup de pathologies, mais notamment la pathologie rachidienne dégénérative, en fonction de facteurs qui sont des facteurs essentiellement génétiques. Il y a toute une série d'études qui ont été publiées sur ce sujet, notamment, je n'aurais pas résisté à l'envie de vous montrer, alors je ne peux plus les commenter parce que j'arrive pas à lire. C'était une des premières études sur le sujet ces études qui portaient sur des familles de jumeaux, et on avait un suivi de pathologie rachidienne dégénérative et notamment et aussi de l'évolution des images IRM chez des jumeaux qui avaient parfois des activités professionnelles extrêmement différentes et des IRM qui étaient souvent bien similaires. Vous avez en haut à gauche un journaliste et un agriculteur. Vous avez au-dessous un programmateur informatique, je crois, et un plombier, etc. Et en fait, on aboutit à des évolutions, au moins en termes d'image. Je sais que l'image n'est pas tout, mais sur une quantification de ces pathologies rachidiennes dégénératives, je ne parle pas des symptômes, mais qui montrent que l'exposition génétique a probablement un rôle absolument majeur. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. J'espère que je vais pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse aux questions qui m'ont été posées. Mais voilà, qu'est-ce que vous allez rencontrer qu'est-ce que vous rencontrez comme intervention chirurgicale et qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de suite opératoire. Et on va essayer de distinguer là aussi le rachis dégénératif du rachis traumatique. Alors en matière de rachis dégénératif, à tout seigneur, tout honneur, la hernie discale lombaire. La hernie discale lombaire, classiquement, on est autour de 2 à 3 jours d'hospitalisation aujourd'hui. On a été très contraint pendant longtemps par les questions de tarification dans le cadre de la T2A. Et la bonne nouvelle de cette année, c'est la suppression de ce qu'on appelle la borne basse, c'est-à-dire qu'on ne perd pas d'argent si on garde les patients moins de 3 nuits. Ouf. Donc on peut garder des patients, on peut faire sortir des patients qui peuvent sortir, c'est une bonne chose. Et donc la tentation a été de raccourcir tout ça et même de faire de la chirurgie ambulatoire. Il y a une petite étude en France qui a été présentée à notre congrès de la Société française de neurochirurgie l'année dernière
par un groupe de chirurgiens essentiellement libéraux d'ailleurs, qui est proposé, je vous ai cité photos issues du congrès, ça directement, sur 75 patients, vous voyez, avec un critère principal qui était le fait qu'ils habitent près de l'hôpital, évidemment, pour pouvoir rentrer le soir. 75 patients, et vous avez un seul patient sur 75 qui a finalement passé la nuit suivant l'intervention à l'hôpital pour une question d'angoisse. Bon, ça peut arriver. Et les patients sont recontactés le lendemain matin par téléphone. Et vous voyez que les consultations sont toujours à J30, J45. On fait tous à peu près la même chose. Et il n'y a eu aucune demande de consultation avancée dans ces 75 cas. Donc la chirurgie ambulatoire, c'est possible. Ça nous a donné envie de le faire. Moi, j'ai commencé à opérer quelques patients en ambulatoire. La dernière, c'était mercredi matin. Elle est sortie, elle était déperfusée à 11h. Elle est partie à 4h de l'après-midi. Et le lendemain matin, je l'ai appelée à 7h45 et je l'ai réveillée. Donc a priori, elle avait dû passer une nuit pas si mauvaise. Donc, la hernie discale, vous voyez que c'est une pathologie qu'il ne faut pas dramatiser. C'est une pathologie qu'il ne faut pas dramatiser. C'est une pathologie dans laquelle il y a un risque d'échec. Ça n'est pas dans les pathologies, dans les chirurgies rachidiennes, celle où on a une tranquillité absolue. On sait très bien qu'on a des échecs, et on a des échecs essentiellement parce que sur le plan sémiologique, parfois on passe à côté de choses et on va opérer des hernies discales qui ne sont pas forcément en cause dans la symptomatologie du patient. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan pratique ? On a tendance à réduire maintenant les délais d'arrêt de travail, les délais de repos où on ne prend pas la voiture, etc. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que quand on opère une hernie discale, on ouvre le ligament vertébral commun postérieur au bistouri, et tant qu'il n'est pas cicatrisé, on a un risque de récidive précoce. Sur un faux mouvement, il peut y avoir une expulsion d'un petit fragment discal dans le canal et des récidives. Moi, sur 15 ans de pratique, j'en ai eu 4. La première, c'était une femme qui était obèse, qui rentrait chez elle, qui s'est assise sur sa chaise de salon de jardin en plastique. La chaise a cassé sous elle. Elle s'est tassée le disque et elle a expulsé un morceau de disque. Non, mais c'est extrêmement classique. Ça témoigne simplement du fait que les reprises très précoces comportent un petit risque. J'ai tendance à penser qu'il faut quand même attendre, il faut 3 semaines à peu près pour qu'on ait une cicatrisation qui permette d'être à peu près tranquille. Donc pendant les 2-3 premières semaines, pas de voiture, pas de port de charge. C'est à mon avis quelque chose de relativement important. Le délai de reprise, il est aujourd'hui classiquement de l'ordre de 1 à 2 mois, y compris chez des gens qui ont une profession exposée. Et chez ces patients-là, j'ai tendance à prescrire assez facilement du renforcement musculaire et des assouplissements avant la reprise du travail. Alors, il y a quand même en matière de hernie discale quelques éléments à ne pas méconnaître. C'est globalement une chirurgie bénigne, c'est globalement une chirurgie qui marche bien, et on a des tas de patients qui ont des métiers extrêmement exposés et qui reprennent sans difficulté particulière, heureusement. Il y a quand même 2 éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le premier, c'est que ces patients qui ont des hernies discales, la hernie discale peut être aussi un symptôme chez des patients qui ont par ailleurs une discopathie évolutive. Vous avez ici, et Karine Dufouré vous en a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui a une discopathie modique 1, donc c'est un hypersignal T2, un hyposignal T1 de ce disque L4-L5. Et chez ces patients-là qui font une hernie discale, moi j'ai tendance à leur dire toujours en préopératoire, attention, donc quand je vous opère de votre hernie discale, la radiculalgie normalement disparaît, mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'y ait pas quand même derrière des problèmes rachidiens qui soient susceptibles de continuer à évoluer. Et on a de temps en temps des patients qui à l'occasion de problèmes de hernie discale, vont rentrer dans des problèmes de lombalgie, pas forcément très invalidantes, mais chroniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dont je voulais vous parler un peu, c'est ce problème de douleurs neuropathiques. Douleurs neuropathiques, vous savez tous ce que c'est. Ce sont ces douleurs, pas vraiment douloureuses, mais en tout cas ces douleurs qui résultent de lésions du système nerveux, qu'ils soient centrales ou périphériques, et on les rencontre dans les suites opératoires de hernie discale en particulier, de façon pas très fréquente, mais trop fréquente quand même, en particulier chez des gens qui avaient des hernies qui traînaient depuis longtemps, des radiculalgies anciennes, et surtout avec des troubles neurologiques, sciatiques déficitaires ou même des troubles sensitifs, et que vous avez des gens qui sont bien soulagés en post-opératoire, qui partent tranquillement à la maison, qui sont revus en consultation et tout va bien, et qui développent dans les semaines ou dans les mois qui suivent l'intervention des tableaux douloureux un peu atypiques,
Il faut penser, il faut garder dans un coin de la tête la possibilité d'avoir des douleurs neuropathiques, parce que si vous ne pensez pas au diagnostic, vous ne le ferez pas. On va leur parler de fibrose, etc. On rentre dans des situations d'errance thérapeutique prolongée, avec parfois des situations de grande difficulté. Voilà. Et tout cet ensemble-là de pathologies qui peuvent suivre cette chirurgie des hernies discales, ça se constitue ce que les anglo-saxons regroupent sous le terme de failed back surgery syndrome, syndrome d'échec de la chirurgie lombaire. Alors là aussi, on est dans un autre cas des limites de la langue anglaise ou de son utilisation, puisqu'il mélange en fait dans ce terme des carottes et des navets. Des problèmes mécaniques de discopathie avec des problèmes de douleurs radiculaires neuropathiques ou l'association des deux, etc. Voilà. Donc il faut, simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'il peut y avoir des situations d'échec partiel, de résultats incomplets, etc. Mais qu'il faut toujours chercher la cause. Et c'est là-dessus qu'on diverge avec le rhumatologue, parce que nous on aimerait bien pouvoir supprimer ce terme de lombalgie commune. Il y a toujours un générateur à la douleur. Il peut y avoir des cofacteurs, etc. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre incapacité à rentrer, aller très loin dans les diagnostics, c'est témoigne simplement du fait qu'on n'a pas compris comment ça marche. Et il y a on a une sémiologie qui est assez fruste, avec plein de choses très différentes qui vont se manifester de façon proche. Et que j'espère qu'on progressera dans ces diagnostics pour pouvoir faire disparaître ces notions de lombalgie commune et toutes ces situations d'échec. La hernie discale, maintenant le canal lombaire étroit. Canal lombaire étroit, l'autre grand classique de la chirurgie rachidienne. Ça vous concerne finalement, je pense, relativement peu, au moins à titre professionnel, parce que c'est des pathologies qu'on rencontre assez peu avant la soixantaine. On a des patients opérés entre 50 et 60 ans, mais ils sont quand même pas légion. Si on veut une indication simple, ça marche très bien. Tendance à dire aux patients que de toutes les interventions portant sur le rachis, c'est celle qui marche sur le rachis lombaire, en tout cas, c'est celle qui marche le mieux, parce que on a une intervention qui est simple, on a une pathologie qui est simple sur le plan physiopathologique, et quand c'est un problème de tuyau bouché, quand on débouche le tuyau, globalement, ça marche mieux, et les patients sont mieux tout de suite. Dès qu'ils sont levés, qu'ils vont marcher avec le kinésithérapeute, il n'y a plus de claudication, et globalement, les gens sont contents. Les suites opératoires sont globalement des suites simples, on n'a pas déstabilisé la colonne vertébrale. La seule difficulté, c'est qu'on a souvent assez largement décollé la musculature, qui va en prendre un coup, qui est désinsérée, qui est dévascularisée. Donc on sait très bien qu'il y a des problèmes d'atrophie musculaire qui peuvent exister après. Donc c'est des patients que j'ai tendance à faire prendre en charge de façon systématique en kinésithérapie à visée rééducative en post-opératoire. Et on a des délais de reprise du travail qui sont normalement de l'ordre de 1 mois et demi à 2 mois. Le seul élément, là encore, le petit bémol sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la question des lombalgies en post-opératoire. On est sur des terrains de pathologie rachidienne lombaire arthrosique. C'est des gens qui ont un canal qui se bouche à cause d'arthrose qui vient du disque, qui vient des articulaires postérieurs. Ils ont globalement un rachis qui est très arthrosique, et ce rachis arthrosique, ça va donner d'une part une sténose canalaire évolutive avec une claudication intermittente, mais aussi d'autre part, ça peut donner très souvent des problèmes de lombalgie chronique. Et donc la question qu'on dit toujours, en particulier aux gens qui sont déjà des lombalgies chroniques avant, ce qu'on leur dit toujours, c'est que la marche, on peut vous assurer à peu près que ça va être amélioré, sauf pépin particulier, mais l'incertitude porte sur l'évolution de ces lombalgies, c'est vrai, si on suit ces patients porteurs de canaux lombaires étroits opérés sur le long terme, à 5 ou 10 ans, effectivement, le bémol qu'il y a dans les suites opératoires, c'est le nombre de patients non négligeables qui continuent à avoir des problèmes de lombalgie évolutive. Alors simplement, ce que je vous signale au passage, c'est qu'il y a quand même une solution simple et à mon sens efficace pour ces problèmes de lombalgie chez des opérés de canaux lombaires étroits, c'est ce qu'on appelle la rhizolyse, thermocoagulation lombaire.
Dans la grande majorité des cas, ces problèmes de lombalgie chronique sont liés à une arthrose zygapophysaire, une arthrose donc au niveau des massifs articulaires postérieurs, avec cliniquement un syndrome articulaire postérieur assez marqué. On peut réaliser ce petit geste sous anesthésie locale en chirurgie ambulatoire, en chirurgie ambulatoire, pour brûler, si vous voulez, la petite terminaison nerveuse qui innerve la capsule articulaire au niveau de ces articulations zygapophysaires. Et on a souvent des résultats qui sont des résultats tout à fait spectaculaires. Voilà pour le canal lombaire étroit. On continue le catalogue avec la hernie discale cervicale. Hernie discale cervicale qui là est une pathologie fréquente dans le monde, dans les professions exposées et notamment dans le bâtiment. Alors vous savez que la hernie discale à l'heure actuelle, le plus souvent, ça s'opère par voie antérieure. On fait une petite incision dans les plis du cou, 4 cm à peu près. On désinsercète pas les muscles et on passe le long du sternocléidomastoïdien et puis ensuite entre l'œsophage et la carotide. Et donc il n'y a pas d'ouverture musculaire. On fait une discectomie qui est complète. On retire la hernie discale et on retire la totalité du disque. Et on va remplacer ça par un petit greffon, en général en céramique ou en pique, enfin peu importe, qui va s'arthrodéser en 6 à 9 mois le plus souvent. Parfois on opère, alors je sais pas comment on fait pour passer le film, hop, comme ça, par voie postérieure. Ça marche pas. Il n'y a plus de diapo. Ah si. Voilà. Ça c'était, j'ai pas résisté au plaisir de vous le montrer, ça date de la semaine dernière. C'est une jolie hernie discale par voie postérieure. Donc vous avez ici la lame sous-jacente, ici la lame sous-jacente, ici le massif articulaire. Le fourreau dural est là avec la moelle juste dans le coin. La racine nerveuse juste au-dessus. C'est un attentat. Et vous allez voir cette belle hernie discale qui va sortir. Et vous allez voir le malade guéri quasiment. Voilà, regardez. Merci, merci. Alors on va remettre le diaporama. Peut-être. Merci. Oula. Hop, je suis trop loin. Je suis allé trop loin. Est-ce que vous pouvez m'aider à revenir en... Stop. Alors, après une hernie discale cervicale, les résultats, globalement, les résultats sur la radiculalgie, ils sont excellents. Alors, on peut dire que c'est une chirurgie dans laquelle, sur le plan de la radiculalgie, de la névralgie cervico-brachiale, il n'y a pas d'échec. Parce qu'on retire la totalité du disque. Les résultats sont bien meilleurs que dans la hernie discale lombaire. La rééducation n'est pas indispensable et ce sont des patients qui doivent pouvoir reprendre le travail dans un délai de 2 mois maximum, sans limitation. C'est-à-dire, on a des rugbymen professionnels qui sont opérés, qui reprennent une activité, qui reprennent le rugby international, voilà, sans difficulté particulière. La seule limite, là aussi, c'est le problème des cervicalgies. Et ces cervicalgies, elles surviennent en fait chez des patients qui sont déjà cervicalgiques avant. On ne connaît pas très bien la physiopathologie de ces cervicalgies, mais ils peuvent garder des cervicalgies en post-opératoire. C'est pas parce que vous retirez la hernie discale que vous réglez ce problème-là, qui a là aussi une physiopathologie qui est différente. Alors on va terminer ce problème de la pathologie rachienne dégénérative en disant 2 mots des arthrodèses lombaires. La chirurgie de l'arthrodèse, on est dans un autre monde. La chirurgie de l'arthrodèse dans la pathologie rachidienne dégénérative, ça s'adresse à des situations de lombalgie discogénique grave, des situations de spondylolisthésis, et globalement, ce que vous pouvez en retenir, c'est que la chirurgie est un traitement de dernier recours, et ça s'adresse à des patients qui sont déjà dans des situations d'échec thérapeutique, et ce sont des patients qui ne sont déjà plus tellement de votre ressort, parce qu'ils sont déjà sortis du travail la plupart du temps depuis un moment. Dans le cas des lombalgies discogéniques, c'est des patients qui sont en situation d'échec d'une prise en
en charge rééducative correctement menée, à Nau par exemple, ou ailleurs. Et pour les spondylolisthésies, on a des patients qui ont des problèmes graves qui évoluent en général depuis longtemps. Donc on est dans des situations extrêmement particulières. On a malheureusement des résultats fonctionnels qui sont loin d'être excellents de façon systématique. Et en tout état de cause, je suis extrêmement sceptique la plupart du temps sur les possibilités de retour au travail à des postes exposés, des postes avec une sollicitation rachidienne importante et du port de charge. On va terminer rapidement maintenant avec le rachis traumatique. Je vais vous expliquer un petit peu la situation du rachis traumatique pour vous donner quelques idées un peu simples. La classification qu'on utilise aujourd'hui au niveau international, c'est la classification dite de Magerle, qui est intéressante parce qu'elle donne des idées simples sur une classification des fractures rachidiennes en 3 catégories. La catégorie A, enfin le type A, ce sont les fractures en compression, le type B, ce sont les fractures en distraction, et le type C, ce sont les fractures en rotation. Alors le type A, fracture en compression, c'est une flexion rachidienne, et vous avez une impaction de ce corps vertébral du haut vers le bas. Alors c'est classé en différentes sous-catégories qui vont de A1 à A3 avec des sous-catégories A3, A2, A3, A3, peu importe. Ce que vous pouvez retenir, c'est que globalement, dans les formes bénignes, avec un tassement du plateau supérieur la plupart du temps, le traitement reste aujourd'hui un traitement par corset pour une durée globalement de 3 mois, avec ensuite une prise en charge rééducative. Ce sont pour ce type de tassement bénin, normalement, on a une reprise professionnelle qui doit pouvoir se faire, j'espère, à n'importe quel poste. On peut anticiper un peu la rééducation en faisant faire du travail isométrique sous corset avant la fin complète de la consolidation. Globalement, les fractures en compression complexes, comme ce qu'on appelle les burst fractures, vous voyez les A3-2, les A3-3, sont en revanche du ressort de la chirurgie, on va y revenir après. Les fractures de type B dans la classification de Magerle, ce sont donc des fractures en distraction. On est sur des fractures qui sont plus graves. Il y a une ouverture qui s'est faite avec une section osseuse ou ligamentaire, ou osseuse et ligamentaire. Et enfin, dans les types C, on a des mécanismes beaucoup plus violents en rotation, c'est-à-dire en torsion axiale. Globalement, quand vous passez du Magerle A au Magerle B et au Magerle C, vous avez une augmentation de la gravité de ces fractures et vous avez une augmentation considérable du risque de complications neurologiques. Donc vous avez vu ce qui est du ressort du corset. Maintenant, qu'est-ce qui est du ressort de la chirurgie? Eh bien, tout le reste. La chirurgie, on a 2 grandes cas de figure. Le premier, c'est la situation où il faut associer à l'ostéosynthèse une décompression. On a des éléments neurologiques à décomprimer. Dans ces cas-là, on fait une laminectomie, on essaie de faire en tout cas une réduction des éléments compressifs. On va ostéosynthéser en mettant des vis dans les pédicules au-dessus, au-dessous, souvent des montages longs sur 5 vertèbres, et parfois avec une voie antérieure réalisée secondairement. Lorsque la décompression n'est pas nécessaire, alors on peut faire une ostéosynthèse conventionnelle, c'est-à-dire ouvrir longitudinalement, décoller les muscles, mettre des vis dans les pédicules, des tiges verticales, et refermer tout ça. Et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de développer d'utiliser en tout cas des techniques plus nouvelles et surtout un peu moins invasives. Je vais vous en dire 2 mots ici. La première, c'est la kyphoplastie, que vous connaissez peut-être, qui consiste à faire 2 petites incisions de 5 mm qui permettent de passer des cathéters, j'ai pas le mot, c'est pas grave, dans les pédicules, et de gonfler un ballon dans le corps vertébral. On va ensuite injecter du ciment sous pression à l'intérieur. Le ciment est sec 10 minutes plus tard, et c'est des patients qui peuvent être levés immédiatement et qui, pour des tassements bénins qui sont à la limite du corset et de la chirurgie, doivent pouvoir reprendre une activité professionnelle 1 à 2 mois après la fracture. On fait également des ostéosynthèses percutanées, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir et de décoller les muscles, ce qui va, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, globalement les fragiliser et les atrophier, on peut utiliser des petits tubes rétracteurs et faire des petites incisions d'1 centimètre pour aller visser les pédicules. C'est ce qui vous est figuré ici. On va ensuite introduire une tige verticale par un mouvement de balancier. Et on peut, voilà ici un exemple d'ostéosynthèse percutanée pour ce tassement L2. Et vous voyez qu'on a pu mettre 6 vis comme ça, sans difficulté particulière. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de désinsertion musculaire, pas de drainage, pas de perte sanguine, et vous avez un patient qui sort de l'hôpital au 3e jour post-opératoire. On peut également combiner les deux, kyphoplastie et ostéosynthèse percutanée. Vous en avez un exemple ici, avec cette radio en bas à droite qui vous montre l'ostéosynthèse, et vous voyez le ciment
le ciment chirurgical entre les deux vertèbres. Et c'est même des procédures qui sont réalisées maintenant, vous voyez, avec ici un matériel de guidage qui permet de faire de la navigation, c'est-à-dire qu'on fait ça sans contrôle radiographique péropératoire. Alors, après cette chirurgie de fracture du rachis, quelles sont les suites opératoires? C'est très difficile de répondre à cette question. Globalement, pour les fractures simples, c'est-à-dire quand on fait une chirurgie percutanée ou une ostéosynthèse courte, l'objectif, c'est quand même d'avoir une reprise du travail après consolidation. On reste sur 3 mois de consolidation, grosso modo, et une rééducation active. La question à laquelle on ne peut jamais répondre initialement, c'est est-ce que ce patient sera capable de reprendre un port de charge? Ça, on n'a pas d'algorithme qui nous permettent de le dire. Pour des petits fragments, des petits tassements cunéiformes antérieurs, on est assez tranquille. Dès qu'on a des fractures un peu plus lourdes, sans que ce soit des burst fractures, on est incapable de pronostiquer la capacité de port de charge du patient par la suite, incapable de pronostiquer les douleurs séquelaires potentielles. Évidemment, quand il y a des troubles neurologiques, on est dans le cadre d'une rééducation prolongée, donc on sort du sujet. Et dès qu'il y a une chirurgie lourde, c'est-à-dire des ostéosynthèses sur plus de 3 niveaux, grosso modo, je crois très clairement que les possibilités de reprise d'un travail exposé, en tout cas, sont extrêmement faibles, parce qu'on va voir un rachis terriblement fragilisé. On a quelques histoires de chasse de patients qui reprennent, mais ça reste des histoires de chasse de façon tout à fait évidente. Donc la question finalement, c'est de savoir, voilà, est-ce qu'on peut dégager des facteurs pronostiques là-dedans? Alors on a parlé, ça a été largement discuté tout à l'heure, le profil psychologique, les problèmes antérieurs au travail, le contexte accident du travail. Les chirurgiens n'aiment pas les accidents du travail, vous le savez bien. Je cite toujours l'exemple d'un chirurgien qui n'est pas ici, mais qui a une notoriété importante dans le sud-ouest de la France, dans le domaine de l'hernie discale. Et je me souviens d'être interne, d'avoir assisté à un exposé qu'il faisait, où il faisait une petite synthèse de ses 1500 dernières hernies discales. Et bien sur ces 1500 dernières hernies discales opérées, il n'y avait aucun accident du travail. C'était un critère d'exclusion pur et simple pour lui. Point. Et puis, il y a toujours le problème des implications juridiques. Alors, probablement pas trop encore en France, mais quand vous demandez à monsieur Google, vous lui demandez construction workers et back injury, les deux premières réponses que vous avez, c'est Gene Arte, construction accident lawyers, ils sont 35 à New York, avocats spécialisés dans les accidents du travail, dans le monde du BTP, et David Resnick, pareil, alors c'est un petit cabinet, je ne sais plus combien ils sont, 12 ou 14. Voilà. Donc en conclusion, j'ai peur d'avoir posé plus de questions que je n'ai apporté de réponses aux questions qui m'étaient posées, mais j'ai l'impression quand même qu'il manque effectivement quelques données épidémiologiques, même si j'ai bien noté qu'il y a beaucoup de travail qui est fait maintenant dans ce domaine. Et nous, on a très clairement beaucoup de difficultés à appréhender les spécificités des travailleurs du bâtiment, que ce soit en termes d'exposition ou en termes de suite opératoire. Merci.